Bonjour. Cette causerie est consacrée à la linguistique, à au langage, et notamment à la traduction, à la poésie, mais aussi aux relations entre les langues, le passage d'une langue à une autre, et notamment les rapports entre le français et l'anglais, qui sont, comme vous le savez, un de mes thèmes de prédilection. Les critères sont divers quand on compare les langues, quand on essaie de les apprécier pour leurs particularités, leurs vertus, leurs défauts. Je vais lancer ici une hypothèse qui pourra peut-être faire l'objet de controverses ou de discussions, et qui renvoie d'ailleurs à mon expérience dans le domaine de l'astrologie, curieusement. L'astrologie qui est aussi un langage, qui est aussi un problème de traduction. Donc il est tout à fait normal de parler d'astrologie dans un champ linguistique et sémantique. Vous savez que les astrologues s'échinent à trouver des significations spécifiques à chaque planète, à chaque astre qui est découvert par les astronomes. Quand on a découvert Uranus, quand on a découvert Neptune, quand on a découvert Pluton, quand on a découvert Cérès, peut-être pas quand on les a découverts, mais après qu'on les ait découverts, parfois au bout de pas mal de décennies d'ailleurs, les astrologues se sont mis à se demander ce que ça pouvait signifier. Et comme il y avait déjà tout un système qui fonctionnait comme tel, avec les planètes jusqu'à Saturne, où il y avait déjà une répartition des significations et des domaines entre ces planètes, on va parler des signes zodiacaux, eh bien le problème s'est posé de savoir qu'est-ce qu'on pouvait attribuer de nouveau à ces nouveaux astres. Alors, une solution aurait été de leur attribuer des choses qui relèvent de la modernité. C'est une tentation qui a existé. Mais au bout du compte, force est de constater que c'est autrement qu'on a procédé. Quand on prend le cas d'Uranus, c'est tout à fait flagrant. Alors même si on peut associer Uranus, on a pu associer Uranus au moment où il a été découvert, ou du moins au lendemain de sa découverte avec la Révolution française, il n'en reste pas moins que les astrologues d'aujourd'hui associent Uranus au changement. Ce qui est un problème, puisque le changement, il y en a toujours eu des changements. L'astrologie, c'est une savoir sur les changements. Elle n'a pas attendu Uranus, ni le XVIIIe siècle, pour savoir ce que c'est que le changement. Voilà le genre d'écueil sur lequel on peut tomber et trébucher. Mais là, justement, je viens d'utiliser deux termes, tomber, trébucher. Et en français, chaque fois que j'utilise un mot spécifique, il est censé avoir une nuance spécifique. On ne dira pas tomber et trébucher indifféremment, sauf si on est dans une sorte de discours général, mais le français exige que l'on emploie le mot juste. Comme confesser, c'est pas la même chose que reconnaître ou avouer. Maintenant, si on prend le cas de l'anglais, qui est une langue extrêmement, je dirais, synonymique. C'est-à-dire, je considère qu'il y a beaucoup de mots qui sont interchangeables, beaucoup de signifiants qui correspondent au même signifié en quelque sorte. J'ai pu remarquer, parce que je parle très bien l'anglais, même assez couramment, on peut dire, et très librement, avec une certaine inspiration, j'ai pu remarquer que l'on pouvait employer indifféremment tel ou tel verbe, tel ou tel mot, et que le locuteur anglais normal, c'est assez indifférent. C'est comme si l'anglais avait très peu de signifiés, et beaucoup de signifiants. Alors que le français aurait autant de signifiés que de signifiants. Alors, le charme de l'anglais, c'est qu'en fin de compte, on peut diversifier à l'infini le nombre de signifiants, le nombre de mots,
sans pour autant que ça nuise à la compréhension et à l'intercompréhension, puisqu'il y a très peu de signifiés. Alors, c'est sympathique pour la poésie, par exemple. Ça permet en poésie d'utiliser alternativement et indifféremment des tas de mots, notamment qui riment ensemble, d'où l'importance en anglais de la rime finale, c'est-à-dire des mots qui ont la même terminaison, la même suffixation. Mais paradoxalement, le choix des mots est assez secondaire. Donc il est important pour la rime, pour l'aspect formel, pour le phonie, mais il est secondaire pour le sens. Ce qui est très pratique. Ça donne aux poètes, tout simplement aux paroliers anglais, anglophones, américains, une très grande liberté de choix de mots, parce qu'il n'est pas limité par les significations associées à chaque mot. Je veux dire par là qu'il y a un signifié extrêmement vague, extrêmement général, qui englobe tout un ensemble de mots, alors qu'en français, je dirais presque, en caricaturant un peu, évidemment, en exagérant un peu, que chaque mot a sa signification propre. Et qu'il n'y a pas un culte de la synonymie, il n'y a pas une pratique de la synonymie aussi importante qu'en anglais, d'autant plus qu'en anglais, du fait justement des emprunts, notamment des emprunts au français, eh bien, on a encore plus de possibilités de synonymie et on a l'embarras du choix. L'anglais a l'embarras du choix au niveau du choix des mots. En revanche, pour ce qui va être le message lui-même, non pas sa forme mais son fond, au fond, ça tourne autour de très peu de choses. C'est une hypothèse que je lance. Une hypothèse à laquelle je n'avais pas songé jusqu'à présent. Donc si je n'y avais pas songé jusqu'à présent, peut-être que d'autres aussi n'y avaient pas songé jusqu'à présent. Parce qu'une langue, c'est aussi l'usage qui s'en fait. On peut, dans un premier temps, penser que deux langues qui utilisent une grande diversité de mots ont la même façon de fonctionner par rapport à ces diversités de mots. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas obligatoire. Le français n'a pas la même façon de gérer ses signifiants et ses signifiés que l'anglais. Voilà, c'est clair. Alors maintenant, si on passe à la question de la traduction de l'anglais vers le français et surtout du français vers l'anglais, ça devient un petit peu coton. À la fois, ça peut être très facile et à la fois très difficile. Ça veut dire que il y a des nuances dans le... Bon, vous savez que les traducteurs, souvent, entre les deux langues, français et anglais, souvent prennent des calques, prennent des mots qui se ressemblent. C'est un peu la règle du jeu. On prend un mot français, et puis on trouve un mot anglais qui lui ressemble. On prend un mot anglais, on trouve un mot français qui lui ressemble, et on le prend. C'est un petit peu la façon dont procède l'ethno-savoir des traducteurs entre les deux langues. Mais cela dit, cette façon de procéder, elle a ses limites, elle a ses défauts. Parce que si je me contente de transcrire tout simplement un mot français en anglais en prenant le mot qui lui ressemble, une langue par rapport à l'autre, est-ce qu'en anglais, le locuteur saisira la différence, saisira la spécificité de la phrase française, du mot français? Il reconnaîtra ce mot français, il l'associera effectivement à un champ sémantique particulier, mais est-ce qu'il percevra la spécificité que le français a accordée à ce mot? On peut en douter. Inversement, si je traduis de l'anglais vers le français, je vais noter que l'anglais utilise tel mot. Et je vais en déduire que le fait qu'il ait utilisé ce mot-là et pas un autre fait sens. Et donc je vais essayer de donner la nuance correspondante, quitte à comme on disait tout à l'heure, à prendre le mot correspondant.
correspondant, je veux dire par là, qui lui ressemble. Ça peut être une erreur, parce que je risque d'introduire dans le discours anglais des nuances qui n'existent pas chez le locuteur anglais. Ces nuances existent sur le plan musical, sur le plan formel, mais pas nécessairement ipso facto au niveau des significations. Voilà ce que je voulais dire. Et ça laisse rêveur. À savoir que j'ai toujours pensé que l'anglais est une langue synonymique. Et donc par conséquent, il y a souvent pour dire une même chose, des tas de façons de le faire, des tas de façons de le dire. Et qui pour le français seront inacceptables parce que ces tas de façons de le dire ne disent pas la même chose pour le français, alors qu'elles disent la même chose pour l'anglais. Je veux dire par là qu'il faudrait étudier désormais, c'est le champ sémantique et la richesse sémantique d'une langue. Il suffirait de demander aux gens, est-ce que tel mot, tel mot, tel mot veut dire la même chose? A la même signification pour vous? Ou est-ce que, quels sont les mots qui auraient la même signification que ce mot-là? Et vous apercevriez que les Anglais répondraient avec beaucoup plus d'aisance, feraient des rapprochements avec beaucoup de mots, alors que l'anglais français ne le ferait pas, ou beaucoup moins. Ou en apportant des périphrases, des explications, etc., mais pas simplement un mot de plus. On peut dire autrement, d'ailleurs. On peut dire autrement les choses. On peut dire que l'anglais est une langue très contextuelle. C'est-à-dire que le sens du mot dépend du contexte dans lequel il est utilisé, alors qu'en français, le mot déjà lui-même est en quelque sorte contextuel. C'est-à-dire que c'est le mot lui-même qui détermine le contexte, qui donne la tonalité du contexte. Alors qu'en anglais, c'est le contexte qui donne la signification du mot. Donc effectivement, pour quelqu'un qui traduit de l'anglais vers le français, il va pouvoir déterminer le mot qu'il faut utiliser, non pas d'après le mot qui est utilisé en anglais, qui pourrait être un piège, mais d'après le contexte dans lequel le mot est utilisé. Et là, il va pouvoir utiliser le mot français correspondant exactement à ce contexte, etc., etc. En revanche, dans l'autre sens, un anglais qui traduit du français vers l'anglais, eh bien, le contexte n'est pas déterminant, puisque de toute façon, c'est le mot lui-même qui est déjà porteur d'une signification bien précise. Voilà donc des questionnements concernant les rapports et les passages et les passerelles entre le français et l'anglais que je voulais apporter à votre réflexion.